Bonjour YouTube, c'est Daimon, Rings of Power, épisode 4 de la saison 1. Je sors l'épisode un petit peu en retard cette fois. Au programme, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du Hadar qui nous avait été teasé, mais voilà, on nous avait pas contenté la semaine dernière. Est-ce que ça le sera plus cette semaine? Pas trop. Le comeback de Durin, l'épée brisée en action, mais pas de Meteorman, pas de Harfoot cette semaine. Vous savez, les proto-hobbits qui ne se sont pas encore sédentarisés. Bon, bah l'épisode m'a un peu plus enjaillé que les semaines précédentes. On va regarder le détail. Et on débute par une vision du futur. On nous fera plus tard dans l'épisode un rappel sur Númenor, parce que Númenor se fera submerger, mais Númenor avait elle-même été tirée des eaux par les Valar en récompense aux humains pour s'être alliés aux elfes contre les forces de Morgoth. Mais les Núménoréens, j'arrive pas à le dire, décidément envieux de la vie éternelle des elfes, ça c'est un peu évoqué, mais pas trop développé dans l'épisode, se sont rebellés contre eux. C'est la raison pour laquelle ils sont globalement anti-elfes. Ça, c'est pareil, on va pouvoir se lâcher un petit peu. C'est la raison pour laquelle Manwë demandera plus tard à Eru Ilúvatar, vous savez, la divinité un petit peu chrétienne qui règne sur ce panthéon grec que sont les Valar. Donc demandera à Eru Ilúvatar de provoquer un cataclysme et donc la submersion de Númenor qui figure en ce sens, une sorte d'Atlantide de la Terre du Milieu. Ils nous volent notre travail, ces saloperies d'elfes immigrés là qui se considèrent au-dessus des humains. Ils veulent les grands remplacer en fait. Réveillez-vous les golems, il faut les remigrer en Valinor. Númenor ou Núménoréens! Et j'ai réussi à le dire pour une fois. Heureusement, le président de Reconquête Numénoréenne, le RN, se propose de botter le cul des elfes et organise un apéro vin rouge saucisson, ma foi du plus bon aloi. Galadriel, si j'y arrive, décidément tente de convaincre la reine de reforger l'alliance entre son peuple et les elfes pour vaincre Sauron. On voit sur ce cadre que Galadriel est baignée de lumière et la reine, elle, reste plongée dans l'obscurité. Le cadre pourrait donc suggérer que le salut viendra des elfes et que, je sais pas, Elendil va apporter l'équilibre dans la force et que son fils sera un héros. Ouais, non, on va pas pousser jusque-là. Des tractations qui se passent plutôt mal puisqu'on fout Galadriel en prison. De toute façon, les statistiques ethniques sont claires. Les prisons sont pleines d'elfes criminels, alors qu'on essaie de les présenter comme des chances pour Númenor. On nous la fera pas. Et en parlant du grand héros, là, il entend encore des voix dans sa tête, Isildur, je sais pas ce qui lui arrive. Alors est-ce que les voix viennent de l'île qui fixe à chaque fois? Je crois que c'était le cas dans un épisode précédent aussi. Et il se fait kick de la garde maritime. Alors est-ce qu'il a fait exprès de lâcher sa corde? D'ailleurs il lui dit ouais tu l'as fait 100 fois. Ou est-ce qu'il était vraiment distrait? Bon, ça suggère qu'il a fait exprès. Dans ce cas là c'est vraiment un fils de programmeur parce que il fait kick de la garde maritime également. Ses compagnons qui lui font bien sentir que ouais c'est pas trop apprécié tout de même. On voit enfin Hadar qui ne ressemble pas vraiment à un orc et qui semble parler surtout l'elfique. Alors est-ce que c'est de l'elfique d'ailleurs? Écoutez, les gros cerveaux et les cryptolinguistes, dites-moi dans les commentaires. Les troupes sous son commandement semblent avoir un respect ritualisé de leur mort et lui semble vraiment souffrir du décès de cet orc qu'il va achever avec de la douleur dans le regard. Hadar explique qu'on a menti toute sa vie à Arondir. Alors on ne saura jamais sur quoi on lui a menti. Moi c'était ça qui m'intéresse. Alors quelle est ta story mon copain? Pourquoi tu ressembles à un elfe un petit peu défiguré, mais si tant est que les elfes viennent toujours dans cet univers, descendent toujours d'orques torturés par les forces de Morgoth et de Sauron après qui prendra la relève. Je ne sais pas, on n'aura pas trop de réponses. Hein. Il nous dit ouais je connais là d'où tu viens, ouais, moi aussi. Et c'est tout. Donc par contre j'aurais bien aimé avoir le speech. Pourquoi aussi est-ce qu'il va libérer Arondir pour délivrer un message aux humains? Et en parlant des humains, des humaines noires. Et on nous explique même pas pourquoi elles sont noires, alors que la couleur de peau de ces deux figurantes que l'on voit très exactement 9 secondes à l'écran est cruciale à l'intrigue. Personne ne s'insurge, personne ne s'étonne, personne ne crie. Ah si, moi je veux qu'on justifie la couleur des peaux des personnages. Bon, la couleur des cheveux, la couleur des vêtements, le fait qu'on ait oublié que Saruman, c'est Saruman le multicolore dans les films à ce moment-là et que c'est plus Saruman le blanc, ça c'est pas grave. Par contre, la couleur de peau, je suis désolé, non, là j'arrête la série. Une deuxième fois, je sais. Le jeune Théo décide de retourner au village accompagné de son ami Rohan pour trouver de la bouffe tout simplement, en se disant bon bah voilà il fait jour, ça devrait le faire, ouais mais on va quand même s'aventurer à l'intérieur des maisons où il fait sombre, donc il va être confronté à un orc, dégainer l'arme mystérieuse qu'il a trouvée et au contact de son sang elle semble se reformer. On n'avait pas vu beaucoup, on avait vu qu'elle semblait s'éveiller la dernière fois mais là littéralement elle se reforme, il va pouvoir l'utiliser et le fait que cette épée soit brisée et boive du sang pourrait à première vue indiquer qu'il s'agirait de Gurtang, l'épée maudite de Túrin Turambar, vainqueur de Morgoth, si j'ai bien lu Túfreud. Les vrais auront la ref. Mais un peu plus tard, on va nous mettre sur une autre piste, que ce serait plus l'épée de Sauron lui-même, ou l'épée de Morgoth, je ne sais pas, que Sauron aurait récupéré en mode bon bah voilà, mon maître n'existe plus, on récupère le stuff, normal, j'ai envie de dire normal.
Les nains ont commencé la construction de la forge qui avait été demandée par les elfes, notamment par Celebrimbor, dans lequel seront probablement forgés les anneaux de pouvoir. Et à cette occasion, on va revoir le prince nain. Alors je sais, il n'est pas censé y avoir de prince, juste des rois, et puis si t'es le fils du roi, t'es pas... On a le droit de dire prince, ça va plus vite que fils du roi. Donc on revoit Durin, et bon, voilà, moi je suis toujours très content dès qu'on voit cet acteur à l'écran. J'avais noté son nom dans la review de l'épisode 1, je l'ai oublié, mais c'est un acteur britannique qui a plutôt de la bouteille. Et oui, j'avais oublié de m'insurger sur le fait que sa femme est noire et qu'elle n'a pas de barbe. Alors bon, les gens retiennent plus qu'elle est noire plutôt qu'elle n'a pas de barbe, en disant bah c'est absolument impossible. Donc voilà, oui c'est absolument impossible, ça gâche tout le scénario, ça gâche tout le Seigneur des Anneaux, c'est un moulard dans la face de Tolkien, qui n'a jamais dit que des nains noirs ne pouvaient pas exister, mais quand même on les avait pas vus dans les autres films, c'était que des blancs et ça c'était bien. Bref, ils ont découvert les nains un nouveau minerai, le mithril, qui va servir à faire tout le stuff que vous connaissez justement, qui est à la fois plus léger et plus résistant que de l'acier, bref que du bonheur. Mais par contre pour aller le chercher ça a pas l'air d'être que du bonheur. Bon, Durin, il a fait quelques petites cachotteries, hein. Il a pas dit toute la vérité à son poteau Elrond qui découvre un tunnel. Il va devoir prêter serment sur la pierre, sur la mémoire de son père, tout ça, pour garder le secret. Bon, on voit que c'est vraisemblablement construit à hauteur de nain, que c'était fait pour rester en loose day. Ouais, bon, vas-y, on construit votre truc, mais si on peut se mettre bien en même temps, pourquoi pas. En plus de ces 4000 ans en moins, on a un début d'explication, ou un morceau d'explication par Halbrand du comportement impulsif dans cette série de Galadriel. Bon, le fait qu'elle soit plus jeune déjà, oui, forcément ça joue, mais c'est surtout que cette dernière, en tant que commandante des armées de Gil-galad, a plus l'habitude des champs de bataille que de la diplomatie d'une cour, ce qui s'est un petit peu vu dans ses négociations avec la reine. Halbrand semble aussi rusé que Sauron pour la manipulation, et peut-être que lui, il est bien intentionné. Bah ouais, c'est... ce vers quoi ils veulent nous orienter, c'est de nous dire Météorman, c'est Sauron. Il y a trop d'indices qui sont donnés pour les ignorer. Le retournement, ce serait en fait en loose day, c'était Halbrand. Et vraiment, le coup de génie, ce serait que ce soit un personnage qu'on a déjà vu, mais que ce soit aucun de ces deux-là. S'ils arrivent à faire ça dans cette série, vraiment, je m'inclinerai parce que généralement je devine un petit peu les retournements et je suis déçu quand c'est le cas et je suis toujours content quand je me suis trompé. Donc, et que ça se tient, évidemment. Donc on verra dans les prochaines reviews. Un peu de fanservice, on nous montre déjà là, je crois que c'est le bouclier d'Elrond, mais alors j'aime bien parce que comme c'est cadré, ça fait presque des ailes d'ange à la reine, donc c'est plutôt réussi. Et ici, une autre épée importante. Alors, est-ce qu'il s'agirait de Narsil? Parce qu'elle ressemble beaucoup, Narzil, vous savez, l'épée d'Elendil avec laquelle Isildur va abattre Sauron, en tout cas lui trancher les doigts, notamment celui sur lequel était l'anneau. Et alors, la poignée n'est pas tout à fait de la même couleur, là, elle est un peu couleur crème, c'est peut-être l'éclairage qui fait ça. En tout cas, elle est bien mise en évidence sur le cadre. J'imagine que ce n'est pas pour rien, mais le bout de la poignée, le début de la lame au niveau de la garde, ça ressemble beaucoup. Donc j'imagine que c'est la même. Et ce qui voudrait dire que dans le même épisode, on aurait l'épée qui vaincra Sauron et l'épée qui a abattu Morgoth. Et ce serait plutôt classe. Alors si c'est bien avec cette épée, je suis pas tout à fait sûr que c'est avec cette épée que Turin, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, Turin Turambar avait été vainqueur de Morgoth. Un Palantir, souvenez-vous, il y en a 7 en tout, ici à Númenor. Et alors c'est de la saloperie, à chaque fois qu'on les touche, ces trucs-là, il se passe quelque chose d'un petit peu. Bon là c'est juste une vision du coup que va avoir Galadriel, justement la même vision de la submersion de Númenor. Et malgré la vision de sa chute, la reine n'accepte pas de rejoindre Galadriel. Alors je sais pas, est-ce qu'elle est têtue comme un nain? Mais non, c'est pas par conviction personnelle, c'est par peur d'une révolte de son peuple résolument anti-elfe. Alors tu te dis, ouais, je préfère me maintenir au pouvoir, quitte à provoquer la fin de cette ville. C'est parfait, oui, c'est à ça que servent les politiques, à détruire ce sur quoi ils sont censés régner. Bravo. Bon, on verra qu'il y aura un retournement. Et en même temps, les elfes, ils nous volent notre travail. Donc, quel travail d'ailleurs? Je suis pas sûr d'avoir compris. Le poteau Arondir, il arrive comme la cavalerie, hein, malgré que ce soit un archer un petit peu tard, in extremis, mais quand même au bon moment. Et il arrive donc pour aider Théo, l'aide à sortir de la forêt où les orques ne seront plus protégés des rayons du soleil. Alors j'ose ici une question. Les orques, on a compris, ils abattent des arbres pour construire des tunnels, pour recouvrir les tunnels, pour être protégés des rayons du soleil.
Du coup, d'où cette question, pourquoi les orques abattent les arbres alors qu'ils ont besoin d'eux pour se déplacer de jour? C'est quand même plus simple d'arriver, en plus, voilà, une forêt, personne se demande, elle est bizarre cette forêt, alors que bon, ton tunnel, il a l'air à certains endroits d'être un petit peu grillé tout de même. Je capte pas trop la strat, du coup. Autre question, du coup, quel message Hadar a confié à Arondir pour le laisser partir? Est-ce qu'il pouvait pas, bah, on verra quelle est la nature de ce message un petit peu plus tard, mais est-ce qu'il aurait pas pu charger un orc ou n'importe quel humain capturé? Arondir, il a l'air d'être dangereux quand même. C'est pas lui que j'aurais libéré à la place de Hadar. Mais enfin bon, on aura peut-être plus d'explications plus tard. Après que Dorin ait pesté contre son père, le roi, Elrond va lui faire un speech, bon, qui sera l'occasion de développer un petit peu de lore d'Elrond, pour lui expliquer en gros que c'est important d'aimer son papa, tout ça, tout ça. Du coup, on a le droit à une scène de réconciliation père-fils. J'ai noté quand même que son trône de pierre et la salle du trône, globalement, sont plutôt très très classe. GG pour les nains, franchement, ils font des trucs plutôt beaux gosses. On a enfin le message d'Hadar, bon, en gros, soumettez-vous ou crevez, bande de connards. Alors, même mieux, comme strat, il aurait pu direct, plutôt que de les laisser se réorganiser. Peut-être qu'il attend qu'ils meurent un peu de faim, je sais pas. Bah, dans ce cas-là, organiser un siège autour de la ville avec toute son armée, mais puis voilà, et leur dit, voilà, bon, on est en bas de chez vous. Bon, vous vous soumettez ou on meurt tout de suite? Plutôt que, bon, bah, on vous prévient que peut-être on va attaquer. Pourquoi faire des trucs comme ça, Hadar? Et puis voilà, est-ce qu'on en apprendra plus sur Hadar? J'espère, parce que ici, on reste tout de même sur notre faim, forcé de le constater. On a la personne chez qui Théo a trouvé l'épée brisée. Moi, je me souvenais plus que c'était chez quelqu'un d'autre. Dans mon souvenir, c'était chez lui, dans son sous-sol, qu'il avait découvert ça. Et il sous-entend que cette épée serait plutôt celle de Sauron. Il est un peu bizarre, on dirait vraiment une secte, quoi. C'est « Hé, petit, t'as entendu parler de Sauron? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur notre seigneur Sauron Raptor ?» Alors le vieux, il va s'arrêter en plein milieu de son explication sans autre raison que celle de ménager le suspense chez le spectateur. Bah merci, c'est cool, on aurait voulu avoir plus de lore, plus d'explications. Pourquoi diluer ça dans d'autres épisodes? Je veux tout savoir maintenant, et puis il y aura peut-être d'autres éléments d'intrigue palpitants dans d'autres épisodes. Non, bon bah tant pis. Et voilà, au passage, du coup, les orques semblent chercher cette épée puisqu'il sera rapporté à Hadar justement que l'épée est dans la tour. Puisqu'ils ont laissé s'échapper le gamin avec, et ils se doutent que c'est là-bas qu'il retournait. Galadriel est chassé de Númenor, et au même instant, l'arbre blanc perd ses pétales. Alors, comment la reine peut ignorer tous ces signes et toutes ces visions? On verra que du coup, il y aura un revirement. Il semble très clair que la fin de leur cité soit directement corrélée, si ce n'est causée par leur revirement concernant les elfes, cette engeance du démon qui migre clandestinement dans la Terre du Milieu, mais tout de même, ça semble être plutôt de mauvais augure. Du coup, bah, coup de théâtre ou pas, la reine Myriel était en réalité une elfo-gauchiste depuis le début et va accompagner Galadriel. Ménage en fait ici la chèvre et le chou, puisque si elle aide personnellement la commandante elfe, elle ne lui permet pas de rester à Númenor, donc quelque part, ah non, c'est une cité anti-elfe. Bon, par contre, on va les aider en dehors de Númenor. Les elfes, oui, mais chez eux. Bah non, chez eux, c'est plutôt Valinor, du coup, mais et on va les aider à reprendre les territoire du sud, le futur Mordor. Est-ce qu'on est dans le Harad? Est-ce qu'on est dans l'extrême Harad? On sait pas trop, mais on sait qu'ils essayent de tous se réunir dans un truc ceinturé d'une chaîne de montagne rectangulaire, donc ça peut nous donner quelques indices ici. Alors on verra que ce côté, oui, j'ai peur qu'ils soient tous anti-elfes. Bah, juste après, ils vont tous se porter volontaires pour l'accompagner. Alors est-ce que c'est par fidélité pour la reine? Mais si leur fidélité pour la reine va jusque là, est-ce qu'elle aurait pas pu dire bon bah vas-y, on accepte de s'allier en mode normal en fait avec toi? Tu peux, t'es pas obligé de partir de Númenor, on peut s'organiser, constituer une armée et pas faire ça à l'arrache. Peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, on verra. Je disais que tout le monde se porterait volontaire, Isildur aussi, et c'est le troisième à lever la main, je crois. Enfin, il y en a un d'abord, après il tape du coude à son pote. Alors bon, bah ok, d'accord, je viens aussi. Il avait pas l'air ultra motivé. Alors c'est étonnant parce qu'au début, il y a quand même un flottement où personne se porte volontaire, et après ils se portent tous volontaires. Faudrait savoir, est-ce que vous êtes tous des moutons et vous... Bon, tout le monde y va, donc j'y vais aussi. Bah en fait, c'est tout Númenor qui va go là-bas. Va falloir des plus gros bateaux, les gars, en fait. Conclusion! Un épisode moins chiant que les précédents. Alors je suis pas du tout d'accord avec Dirty Tommy là, sur le coup, qui nous dit que bah, le 3 était un peu sympa mais que tout le reste est vachement chiant. Pour moi c'était l'épisode le plus intéressant jusqu'ici. En dehors de son introduction et de sa conclusion, il n'y a pas de ventre mou comme je le décriais les autres fois. On a pas mal de biscuits tout du long. Alors on reste sur notre faim sur des trucs, hein, on veut en savoir plus sur Hadar. Pourquoi est-ce qu'un elfe commande des orques par exemple? Sur quoi on a menti à Arondir? Et sur l'épée de
Théo Theo. Mais j'imagine qu'on nous en dira plus prochainement. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah écoutez, la section commentaires est là pour que vous puissiez y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette review en ma compagnie et je vous dis à très très vite. Et si vous ne l'avez pas vu, allez regarder ma vidéo sur Cyberpunk Edgerunners. Bah, pour une fois, j'ai fait du montage. J'ai fait le tout en moins de 24 heures. Écriture, tournage, montage. Du coup, c'est un format très court. Mais j'espère que ça vous plaira, que ça change un petit peu de ces reviews. Et il y aura d'autres choses du style à venir très prochainement. Peut-être des feeds, peut-être d'autres choses. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Stay tuned, comme on dit. Et à très vite. C'était Daimon.